Bonjour à tous et bienvenue à la DocConf 2021. Nous sommes ravis de vous accueillir pour les 20 prochaines minutes afin d'aborder cette problématique. Pour être data-centrique, faut-il centraliser? Je suis Ronan Andrieux, Managing Consultant chez Octo. J'interviens auprès des Data Officers et de leur Data Office pour les aider à définir leur stratégie et décliner en chantier opérationnel, portefeuille d'usage, gouvernance et standards. Bonjour à tous, je suis Julien Semat, je suis architecte de données, je travaille dans le conseil depuis une douzaine d'années, principalement sur des sujets autour du conseil, de la stratégie, de l'organisation et du delivery autour de la donnée. Je suis un passionné d'ethnologie, mais aujourd'hui, c'est de données dont on va avoir le plaisir de vous parler. Plus particulièrement, aujourd'hui, les entreprises ont mis au cœur de leur stratégie le fait d'être data-centric, c'est-à-dire le fait de mettre au cœur du fonctionnement de leur entreprise la donnée. Et cette stratégie s'est souvent traduite par la mise en place d'une politique de centralisation en termes de plateforme, en termes de données, en termes d'organisation. Ce qu'on va voir aujourd'hui avec vous, c'est un focus sur 3 promesses qu'on va essayer de voir dans le détail avec des limites, mais également des projections et des perspectives sur la manière d'aller au-delà avec des solutions qu'on vous propose de mettre en œuvre. La promesse numéro 1, c'est celle de la plateforme centrale pour tous. Historiquement, les plateformes de données ont commencé à être bâties autour d'usages plutôt orientés data warehouse, donc BI Analytics, se sont progressivement enrichis avec des usages autour du traitement massif de données, sous format batch, avec l'émergence de nouvelles technologies comme les stacks Hadoop par exemple, et puis plus récemment vers l'inclusion du streaming, du fil de l'eau, mais également de toute la partie cloud qui apporte une vraie révolution technologique et méthodologique au niveau de cette mise en place de plateforme. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que face à une plateforme qui augmente son nombre de fonctionnalités, qui augmente ses capacités, on se rend compte que faire cohabiter sur une plateforme centrale des usages qui vont être de typologies différentes, comme des usages plutôt exploratoires ou des usages opérationnels et très industrialisés, est un vrai challenge. Et concilier les deux, concilier la stabilité d'un côté d'une production fiable et d'une production robuste et l'exploration et l'innovation qu'on va pouvoir en décliner par derrière est un vrai challenge. Et donc aujourd'hui, on voit de plus en plus, en tout cas c'est devenu même un standard au niveau des clients, un data lab d'un côté, physiquement distinct et séparé, d'une plateforme de production qui derrière va être, elle, beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus robuste. La deuxième limite qu'on voit à cette plateforme centrale pour tous, c'est l'autonomie qui finalement va être enlevée progressivement aux entités, notamment dans les grands groupes, autonomie qui va se traduire par la mise en place d'une centralisation des expertises et des compétences qui, quelque part, va générer un goulot d'étranglement quand X entités vont se retrouver à vouloir délivrer sur cette plateforme un certain nombre de cas d'usage. Derrière tout ça, il y a évidemment aussi la frustration des entités de ne pas être impliquées dans les orientations et dans les choix qui seront faits autour de cette plateforme centrale, et donc derrière, quelque part, une offre de service qui leur parle peu, qui est peu en ligne avec leurs enjeux locaux, et ce qui peut générer, in fine, une adoption assez limitée à cause d'une efficacité opérationnelle qui est pas au top, on dira, et qui génère l'apparition de plateformes locales qu'on va appeler de pirates, où finalement les entités vont prendre l'initiative elles-mêmes et de gérer les coûts, mais également de mettre en place ces plateformes pour justement avoir quelque chose qui réponde au plus proche de leurs besoins. Donc face à tout ça, la question c'est aujourd'hui, comment faire pour arriver à créer malgré tout cette vision unifiée de la donnée à l'échelle de l'entreprise, en faisant en sorte de fédérer les entités, en garantissant d'une part leur autonomie, mais sans altérer non plus la capacité de délivrer à l'échelle. La promesse numéro 2, c'est centraliser pour désiloter. La vraie promesse, ou en tout cas l'objectif initial derrière la centralisation, c'était l'aspect collaboratif, l'aspect partage de la donnée, qu'on souhaitait absolument retrouver là où elle était complètement dispersée et assez compliquée d'accès au sein d'une entreprise. Et c'est vrai qu'avec le temps, progressivement, cet objectif final, cette promesse fondatrice du partage, s'est un petit peu perdu et s'est transformé en un objectif qui était « je veux désiloter ». Et ce désilotage, finalement, ce n'était qu'un moyen et pas forcément un objectif. Si on prend l'image d'une bibliothèque, une bibliothèque, c'est ni plus ni moins qu'un bâtiment dans lequel on va centraliser un certain nombre d'ouvrages. En tant que tel, si on ne fait que centraliser, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Ce qui est vraiment intéressant dans une bibliothèque, c'est cette capacité, ou en tout cas son objectif, à rendre les choses organisées et à rendre les choses accessibles, justement en faveur de cet objectif de partage.
Donc finalement, la centralisation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de faire cohabiter des éléments, des livres, des ouvrages, des données. Mais il faut aller plus loin que ça pour véritablement activer le partage. Et il faut aller plus loin en se disant qu'il faut commencer par organiser ces données. Il faut structurer les rayons, il faut structurer les sections dans la bibliothèque pour faire en sorte de savoir où on stocke quelles données. Deuxième aspect, c'est qu'il faut être capable de connaître, de savoir où est-ce qu'on a stocké telle et telle information, être capable de la rechercher pour la rendre accessible. Et une fois seulement qu'on y a accès, il y a encore une autre dimension qui est la compréhension. Si on tombe sur un livre en hongrois, à moins de parler le hongrois, on va avoir quelques difficultés à comprendre ce dont il s'agit. Voilà. Donc, in fine, la question, c'est peut-être de se dire, avec un objectif final qui est le partage, en acceptant aussi un prédicat qui est que des organisations aujourd'hui, dès lors qu'elles sont posées sur un organigramme, sont de facto silotées, acceptons le fait que ce soit siloté pour justement essayer de trouver des solutions en faveur de l'atteinte de cet objectif final qui est le partage de la donnée. Merci Julien. Une autre promesse de la centralisation est de pouvoir unifier la politique de gouvernance des données et la déployer à l'échelle de l'entreprise. Mais malheureusement, avec les limites exprimées précédemment, combinées à un cadre de gouvernance existant souvent défaillant, on se retrouve dès le démarrage avec un terrain de jeu qui manque concrètement de règles clairement établies, comprises par tous et appliquées. Et surtout appliquées en fait. Et ce problème-là vient en complément, et on a aussi constaté que la déresponsabilisation que l'on présentait des entités font que leurs acteurs sur le terrain, à la fois du côté des producteurs qui eux vont déverser leurs données dans la plateforme, dans ce terrain de jeu, sans vraiment se soucier des usages futurs, considérant ce central comme hors de leur périmètre de surveillance, alors que c'en est juste une extension. Et de l'autre, des utilisateurs un peu affranchis qui vont majoritairement ne pas déclarer les données qu'ils consomment et l'usage qu'ils en font. Et aussi assez souvent, une problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'ils vont mobiliser un certain nombre de ressources sans vraiment se soucier de la pénurie qu'ils pourraient engendrer. Et le cas assez classique, c'est quand on lance l'entraînement d'un algorithme, on sait que c'est consommateur en compute et on se retrouve à bloquer d'autres usages. Et donc quand ce terrain de jeu qu'on peut voir qui est en train de devenir un peu le chaos, le remède en fait, que cherchent à appliquer les organisations, c'est de mettre en place une équipe centrale sur un modèle command and control qui va devenir en fait ce maître du jeu. La difficulté en fait, qui va très vite se confronter peut se découper de deux manières. Un, c'est une équipe ad hoc, du coup qui va manquer de légitimité et de poids hiérarchique sur les acteurs des entités. Et le second, qui aurait pu contrebalancer, mais en fait qui va très vite aussi le limiter, c'est l'absence d'outillage et d'automatisation pour porter ces processus de gouvernance. Et du coup, il n'y a rien qui va guider et contraindre les acteurs et il va devoir se contenter de les suivre, de les relancer, de les surveiller, ce qui très vite va être inefficace et va faire que cette dynamique s'essouffle. Et donc l'enjeu qu'on voit derrière, c'est comment insuffler en fait une vraie dynamique durable dans la gestion des données et faire que ça soit l'affaire de tous. Donc en synthèse de ces différentes limites autour de ces trois promesses, c'est que dans la mise à disposition ou dans la mise au centre de la donnée, la mise au cœur de la donnée du fonctionnement d'une entreprise, finalement est très différent d'une politique de centralisation. Et donc on a plutôt intérêt à essayer de partir sur des hypothèses qui sont les hypothèses actuelles en étant peut-être un petit peu moins central pour être plus centré. Et pour être un petit peu moins central, essayons d'être peut-être un petit peu plus distribués dans le modèle de travail, le modèle organisationnel, pour justement répondre à cet enjeu, à cet objectif de positionnement de la donnée au centre du fonctionnement de l'entreprise. Pour ce faire, on vous propose ici trois convictions qu'on mettra en musique juste après. Une première qui est de commencer à structurer, ou en tout cas à travailler sous forme d'un produit pour des données. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voudrait arriver à mettre en place finalement des jeux de données, à les enrober avec tout ce qui va bien en termes de fonctionnalités, de principes cohérents, de principes d'ensemble, des jeux de données pour en faire des produits finis.
Derrière ces concepts de principes que je viens d'évoquer, il y a des enjeux, comme on le disait, de partage, puisque ça reste la finalité aujourd'hui. On veut que ces produits, une fois qu'ils soient conçus, on veut qu'ils soient facilement partageables, d'un point de vue accessibilité, d'un point de vue sécurité, mais également d'un point de vue interopérabilité. Et donc pour ce faire, il y a ces principes-là et qui vont permettre justement à des produits de se consommer les uns les autres et de produire des nouveaux produits à partir justement de jeux de données existants. Et donc on remplit quelque part ici l'objectif du partage. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est que plus on va avoir de produits et plus les entités vont être en mesure de faire ces produits-là, plus on va avoir intérêt à s'assurer que chaque produit qui sort est conforme à ces règles d'interopérabilité pour s'éviter des difficultés en termes d'intégration derrière. Et puis enfin, il y a aussi tous les enjeux autour de la consommation des ressources. Aller consommer le produit de l'entité voisine pour produire un nouveau produit de données, finalement, ça va coûter de l'argent en termes d'infrastructure, etc. Et donc, il est important de pouvoir tracer cet usage-là pour pouvoir le refacturer. Merci Julien. Et en effet, la deuxième conviction est de pouvoir garantir la cohérence et du coup l'interopérabilité entre ces différents produits que l'on va construire. Et notre conviction est qu'il faut construire en fait un cadre commun de fonctionnalités qui va permettre, sur lesquels les produits vont se développer et qui va aussi permettre et favoriser le time to market des produits, du développement des nouveaux usages. Une bonne illustration de ce cadre-là est les données de santé. On le sait assez peu, mais il existe des standards assez importants depuis des années pour les données de santé, alors que ce sont des données très sensibles, souvent très complexes en tant que telles, et qui en fait permettent à des acteurs très différents, privés, institutionnels ou autres, d'arriver à échanger et élaborer des solutions à partir de ces données. Et donc l'enjeu maintenant pour l'organisation, c'est de répéter la même logique en construisant des fonctions dans ce cadre avec 3 niveaux de standardisation qu'on vous propose. Le premier, à propos des normes, c'est-à-dire de poser des premiers éléments de design, mais laissant de la liberté sur la définition de la solution ou de l'exécution aux utilisateurs. L'enjeu est plutôt de leur permettre d'avoir une certaine cohérence et une interchangeabilité entre les outils. Par exemple, je veux me peser, que j'utilise une balance mécanique ou électronique. L'enjeu est plutôt d'avoir le poids en kilogrammes, quelle que soit la solution. Le deuxième niveau de standardisation, ce sont les capacités, qui là, au-delà de la norme, va fournir la solution afin de simplifier l'exécution à l'utilisateur, notamment avec 2 enjeux. Le premier, d'atteindre plus facilement le résultat voulu, et le second, souvent, d'éviter de réinventer la roue quand quelque chose existe. Donc quand on prend le cas de chronométrer, de mesurer le temps, si on cherche à avoir une précision à la seconde, c'est plus simple qu'on vous fournisse clé en main un chronomètre que vous essayez de mesurer vous-même avec un sablier fait maison ou autre chose. Ce sera beaucoup plus facile d'atteindre ce résultat-là. Et le troisième niveau de standardisation, ce sont des services qui, là, eux, vont fournir directement le résultat attendu à l'utilisateur, qui n'aura du coup plus à se soucier de la solution ou même de son exécution, et qui, en fait, dans le cadre, par exemple, de fonctions très complexes dans lesquelles il aurait fallu investir à créer une solution et à aussi avoir les compétences pour l'utiliser, va lui permettre de juste bénéficier de ce résultat final. Et un petit peu à l'opposé, l'autre cas intéressant d'utilisation au niveau d'une entreprise est le cas d'une fonction qui serait utilisée par tous, très largement nécessaire, et c'est l'exemple qu'on a mis ici avec l'authentification, que l'on voit de plus en plus utilisée aujourd'hui avec des solutions des fois externes, mais pour l'ensemble du groupe, quels que soient les usages derrière, que ce soit on-premise, cloud ou SaaS, ça permet de standardiser et d'avoir un service clair et précis, maîtrisé. La troisième conviction, qui en fait découle des premières, est que pour construire ce cadre, arriver à l'animer, on sait bien que ça va dépendre des personnes qui vont l'utiliser. Donc ça veut dire qu'il va falloir fédérer les différents acteurs des entités. Donc ces acteurs, ils peuvent être métiers, mais aussi de l'architecture, de la sécurité, voire même du legal ou de la compliance. Et c'est l'ensemble des personnes qu'il faut mettre autour de la table pour s'accorder sur des principes de gouvernance. Et ces principes, en fait, c'est là où on va avoir besoin que chacun prenne l'engagement de le respecter, ce qu'on appellera le premier contrat de confiance. Et c'est à partir de ce contrat-là qu'on pourra donner l'autonomie et chercher à atteindre cette architecture de données distribuées pour laquelle on
on croit beaucoup. L'enjeu aussi de cette gouvernance n'est pas juste de piloter à un très haut niveau, comme on l'a dit, c'est de construire ce cadre commun. Et du coup, il faut qu'elle ait une approche dans son organisation très orientée utilisateur. On se réunit pour fournir des fonctions à des utilisateurs. Donc on doit s'organiser en comités produits. Donc ces comités produits sont ceux qui vont regarder les familles de fonctions et imaginer de quelle manière, avec l'ensemble des acteurs des entités, est-ce qu'on va d'abord partir sur un aspect normatif? Est-ce qu'on va tout de suite au service? Quel est le coût? Qu'est-ce qui est le mieux pour nous actuellement, etc. Donc c'est ça en fait que vont définir ces comités et vont gérer le cycle de vie et les différentes composantes de notre cadre commun. Et ensuite, dans ce cadre-là, il ne faut pas oublier, comme on le montrait dans les limites précédemment, également d'outiller cette gouvernance pour lui permettre d'avoir une exécution efficace, de tracer ses décisions, de suivre des KPI pour en mesurer également la valeur de l'ensemble. Et enfin, voilà, on parle quand même d'une transformation de quelque chose de nouveau. Un des enjeux de cette gouvernance va être, au-delà de ce premier cercle rassemblé, de communiquer un cercle plus étendu, d'acculturer de futurs utilisateurs, de les mobiliser et de convaincre de l'intérêt de cette démarche. Donc au regard de ces convictions et pour amorcer justement ce changement d'un modèle très centralisé vers un modèle plutôt centré autour de la donnée, on est convaincu, on pense en tout cas, qu'il y a 3 chantiers qui sont nécessaires à lancer pour mettre en place ce changement-là. 3 chantiers qui sont complémentaires et qui doivent être lancés de front et pas de manière unitaire ou de manière limitée. Un premier, c'est de mettre en place une gouvernance fédérée. Une gouvernance fédérée, c'est quoi? C'est asseoir autour d'une même table des représentants des différentes entités pour justement s'aligner sur une vision, s'aligner sur des ambitions de cette plateforme de données à l'échelle d'une entreprise et trouver un consensus sur la définition d'un premier cadre commun d'autonomie qui en fait va consister à définir au sein d'une entité quelles sont les décisions, quels sont les choix que je suis libre et autonome pour faire, et au contraire, en ayant cette autonomie, j'ai besoin d'être responsabilisé, et quels sont justement ces devoirs que j'ai vis-à-vis de l'ensemble de l'entreprise, hein, donc de manière transverse, auprès des autres entités. Donc il y a un certain nombre de principes, de standards qu'il est nécessaire de définir pour justement assurer la cohérence au global, au-delà de l'autonomie locale de chaque entité. Et donc, 3e chantier, une fois qu'on a les 2 premiers, c'est de réussir à bâtir les premiers jeux de données sous forme de vision produit telle qu'on l'a décrite précédemment, en accord avec les principes et les standards qui ont été définis dans le cadre, pour justement permettre d'assurer l'interopérabilité et que chaque produit délivré par une entité puisse servir à d'autres entités pour délivrer des usages à plus forte valeur ajoutée. Et donc, ces 3 chantiers vont constituer ce qu'on va appeler la plateforme de données distribuées. Alors, distribuées pas dans le sens technologique, mais plutôt dans le sens organisationnel, par opposition à une plateforme centralisée qu'on évoquait en début de session. Et donc, pour tous ceux que ça intéresse d'aller plus loin, sachez qu'il y a 4 talks qui, de près ou de loin, creusent un petit peu plus finement les sujets ou les concepts qu'on vient de présenter. Vous les avez sur la gauche du slide. Et puis, évidemment, DataMesh, la source d'inspiration première de cette session, qui a été formalisée par Zhamak Dehghani sur le blog de Martin Fowler et également en vidéo sur InfoQ. On vous conseille chaudement d'y jeter un coup d'œil. Ça devrait normalement vous donner plus d'éléments concrets sur la mise en œuvre de ces différents principes. Merci à tous pour votre temps. Merci à tous.